Mon fils de 39 ans a claqué la porte de ma villa bordelaise et m'a lancé le regard dur. À 68 ans, papa, la maison à Bordeaux, la Mercedes, la cave à vin, tout est à moi maintenant, vieux. Mon avocat hurlait: refusez, battez-vous. Mais j'ai souri et j'ai tout signé. Pendant 2 semaines, il a fait la fête comme un roi avec du champagne à 400 € la bouteille. Il riait, moi aussi, car il avait oublié une chose essentielle. Je connaissais son terrible secret fiscal. Et la vengeance allait être implacable, légale et définitive. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le couteau tremblait dans ma main. Mon fils Julien venait de poser sa serviette avec cette précision qui précède les mauvaises nouvelles. Papa, il faut qu'on parle. Sérieusement. 68 ans aujourd'hui. La villa Les Trois Vignes baignait dans la lumière dorée de septembre. Le repas d'anniversaire, gigot aux herbes, Margot 2005, refroidissait. Laurence, sa femme, affichait ce sourire pincé des moments désagréables, maquillé en compassion. Nous pensons que tu devrais simplifier ta vie. J'ai reposé le couteau et attendu. 35 ans comme notaire m'ont appris que le silence fait parler les gens. À ton âge, cette maison, l'entretien... Julien s'est penché, coude sur ma table, en chaîne. Tu n'as plus besoin de tout ça, la Mercedes, la cave à vin. Mon regard s'est posé sur son poignet. Une Rolex Submariner. Au moins 15 000 €. Étrange pour quelqu'un qui se plaignait de la cherté de la vie 6 mois plus tôt. Laurence portait un Hermès neuf. Ce que Julien veut dire, a repris Laurence, c'est que nous pourrions t'aider, reprendre la gestion, te libérer de ces fardeaux. Fardeaux. Cette maison de 1898, où j'avais grandi. La cave de 340 bouteilles collectionnées en 40 ans. Des fardeaux. Tu veux que je vous donne la maison? Julien a ri nerveusement. Plutôt transmettre. Anticiper la succession. Économiquement, ça fait sens, et tu pourras rester dans une chambre, dans ma maison, généreux. Julien s'est redressé, visage durci. Écoute, papa, j'ai 39 ans. On veut fonder une famille. On ne peut pas rester dans 60 mètres carrés pendant que tu occupes 220 mètres seul. C'est égoïste. Égoïste. Le fils réclamant l'héritage de son père vivant me traitait d'égoïste. La cave, on la gardera, a ajouté Laurence. Enfin, on en vendra quelques bouteilles pour les rénovations. Cette maison a besoin de modernisation. Mais le reste, promis. Mes Pétrus 1982, mes Romanée Conti. Vendus pour une cuisine laquée blanche. Il faut que tu comprennes, a continué Julien, que c'est dans ton intérêt. À 68 ans, tu ne peux plus gérer. Et si jamais il t'arrivait quelque chose, mon fils me suggérait pratiquement de mourir pour lui faciliter la vie. J'ai bu une gorgée. Le Margot était parfait. 400 € la bouteille. Julien n'y avait pas touché. Je vais réfléchir. Son visage s'est illuminé. Capitulation, pensait-il. Laurence a souri, dents trop blanches, blanchiment dentaire récent. Où trouvait-il l'argent? Fantastique, on va prendre soin de tout. Julien a levé son verre. À l'avenir. Ils sont partis. Laurence déjà au téléphone pour des plans d'aménagement. Julien m'a serré l'épaule, ce geste condescendant réservé aux diminués. La nuit tombée, je suis descendu dans ma cave. Pierre humide, bois de chêne, mes bouteilles alignées, le Pétrus acheté à la naissance de Julien, le Romanée Conti des 25 ans de mariage, des souvenirs liquides que mon fils voulait transformer en euros. Mon téléphone a sonné. Raymond, mon avocat. Jacques, Julien s'est renseigné sur les donations entre vifs. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté. Raymond a explosé. Battez-vous, c'est de l'extorsion. Calme-toi, Raymond. Justement, j'ai un plan. Ce que Raymond ignorait, 2 mois plus tôt, Julien m'avait invité dans son bureau. Pendant qu'il téléphonait, j'avais vu des documents, des relevés luxembourgeois, des montants incohérents avec son salaire, des transferts, des sommes non déclarées. Mon fils fraudait le fisc, et il ne savait pas que je savais. J'ai rappelé Raymond. Organise une réunion avec Rebecca Leroy. Rebecca, Jacques, qu'est-ce que vous mijotez? Je vais donner à Julien exactement ce qu'il demande. La maison,
La cave. Tout. Silence. Jacques, vous avez perdu la tête? Au contraire, je l'ai retrouvée. Mon fils croyait m'avoir piégé. Quelle ironie. Lui, le brillant financier, pensait avoir manipulé son vieux père diminué. Mais je connaissais son secret. Et dans 3 jours, il découvrirait ce que signifie réellement affronter un notaire qui a passé 35 ans à maîtriser les subtilités du droit français. La donation qu'il attendait avec tant d'impatience serait effectivement signée. Je le voyais déjà, souriant comme un enfant gâté devant un cadeau de Noël, paraphant les documents sans même les lire vraiment. Laurence à ses côtés, déjà en train de planifier mentalement comment dépenser l'argent de la vente des bouteilles les plus précieuses. Mais les clauses cachées dans le jargon juridique seraient ma vengeance. Une vengeance parfaitement légale, parfaitement imparable. Car en France, ce n'est pas celui qui possède le papier qui a le pouvoir, c'est celui qui comprend ce qui est écrit dessus. Et Julien, dans sa cupidité aveugle, n'avait jamais pris la peine d'apprendre cette leçon fondamentale. Il allait payer cher cette négligence. Très cher. 3 jours s'étaient écoulés. Rebecca Leroy m'attendait dans son office, un sourire professionnel aux lèvres. 28 ans, brillante. Je l'avais mentorée. Les faveurs professionnelles ne s'oublient jamais en France. Maître Laroche, une donation partage? À mon fils unique, avec quelques particularités. Ah, pendant l'heure suivante, nous avons construit un édifice juridique d'une beauté mathématique. Chaque clause, un piège, dissimulé dans le jargon notarial. Rebecca prenait des notes, et je voyais dans ses yeux qu'elle comprenait. « Monsieur Laroche, c'est du grand art. Votre fils ne se rendra compte de rien avant des mois. » Julien et Laurence sont arrivés à 14 heures, rayonnants. Costume neuf. Expression de triomphe. « Papa, je suis content que tu aies pris cette décision. » Raymond était là, visage fermé. Il observait comme un homme à un enterrement. Rebecca a commencé la lecture. Donation-partage de M. Jacques Laroche à son fils Julien Laroche, portant sur la Villa Les Trois Vignes, 47 rue Notre-Dame, 220 mètres carrés. La collection de 340 bouteilles, le véhicule Mercedes. Julien se détendait, ses yeux fixés sur pleine propriété. Laurence, au téléphone, envoyait des messages à son décorateur. Quelques clauses particulières. Conservation de la collection 10 ans. Répartition, usufruit, nue propriété. Julien a à peine levé les yeux. Oui, oui, ou je signe. Raymond a fait un bruit étranglé. Mon regard lui a dit « Fais-moi confiance, signature, tampon. Voilà, c'est enregistré. Félicitations. » Merci papa, tu as fait le bon choix. Ce soir-là, banquet au chapon fin. 30 invités. Dom Pérignon à 400 €, huîtres, foie gras, caviar. Je n'étais pas convié, mais la facture, 12 000 €, payée cash. Les 2 semaines suivantes, Julien venait quotidiennement avec des amis montrer sa maison. Laurence organisait des rendez-vous avec des architectes, discutant d'optimisation et de murs porteurs. Un après-midi, je les ai entendus dans la cave. « Ces bouteilles, 50 000 € facile, » disait Laurence, pointant mes Pétrus. « On garde les trucs ordinaires, mais ce qui a de la valeur, on vend. »« Tu es sûr ? Papa y tient. » Il y tenait, c'est fini. C'est notre vie maintenant, notre patrimoine. Je suis resté dans l'ombre, prenant des notes mentales. Ils ne savaient pas que leur propriété était un piège. Raymond m'a appelé. « Jacques, votre fils fanfaronne partout. C'est insupportable. » J'observe. Ma réputation est intacte. C'est la sienne qui va poser problème. Car je savais. J'avais fait des copies. Les relevés luxembourgeois. 93 000 € cachés au fisc français. Dans un coffre, attendant le moment parfait. Lucien Martin, inspecteur fiscal, m'avait rendu visite. Visite amicale. Café. Vigne. Et ses systèmes informatiques détectant les incohérences revenus-dépenses. Le système repère quelqu'un gagnant 40 000 mais dépensant le double, on regarde de près. Et si quelqu'un donnait des informations anonymes, documentées, Lucien avait souri, toujours les bienvenus. Je vivais maintenant dans une petite chambre au 2e.
Julien et Laurence occupaient la suite principale. Temporairement, papa. Laurence avait changé la décoration. Meubles anciens remplacés par du scandinave blanc. Chaque soir, notes. Dépenses de Julien. Vantardise. Plan de Laurence. Tout consigné, daté, vérifié. Un dossier méthodique. Et je souriais. Mon fils avait oublié. En France, un notaire ne connaît pas seulement la loi. Il sait la plier sans la briser. Rebecca. Tout est en ordre. L'usufruit enregistré à votre nom. Pour la vie. Julien possédait la nue propriété, titre magnifique, prestigieux, inutile. L'usufruit, le droit d'utiliser, occuper, louer, m'appartenait jusqu'à ma mort. Il avait le papier, j'avais le pouvoir. Mon téléphone a vibré. Karine Dupont, sommelière. Expertise terminée. Valeur totale, 247 000 euros. 15 bouteilles, 87 000 euros. Rapport suit. Parfait. Ce que Julien ne pourrait jamais vendre. La clause de conservation, béton. 10 ans. Toucher à la collection annulerait la donation. Je suis descendu. Julien admirait les bouteilles, expression gourmande. Belle collection, n'est-ce pas? Il a sursauté. Papa, je regardais juste, impressionnant. Oui, maintenant à toi, juridiquement. Silence. La clause de conservation. Rebecca t'en a parlé? Visage contracté. La clause, oui, c'est quoi? Rien de grave. Collection intacte 10 ans. Si tu vends une bouteille avant 2035, donation annulée. Tout revient. Sourire. Un détail technique. Je suis remonté, le laissant avec ses bouteilles intouchables et ses rêves évaporés. Dans ma chambre, ordinateur. L'email à Lucien prêt depuis une semaine. Anonyme, documenté. Précis. Mais pas encore. Le timing était crucial. Julien devait se sentir en sécurité, dépenser encore, s'enfoncer. Mon fils croyait avoir gagné. Il venait de perdre contre un père qui connaissait son secret. Et dans les semaines à venir, ce secret allait devenir son cauchemar. La taupe fiscale que j'avais plantée commencerait bientôt à creuser. Et quand Julien comprendrait enfin l'ampleur de ce que j'avais orchestré, il serait trop tard. Beaucoup trop tard, car dans cette partie d'échecs juridiques, j'avais déjà placé toutes mes pièces. Et lui, il venait de perdre sa reine sans même s'en apercevoir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la signature. Le comportement de Julien avait pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée, même dans mes prévisions les plus pessimistes. Ce matin-là, en descendant prendre mon café, j'ai découvert 3 ouvriers dans le salon, arrachant le papier peint que mes parents avaient posé en 1962. « Bonjour, monsieur Laroche », m'a lancé l'un d'eux avec gêne. Il savait, tout Bordeaux savait probablement que le fils chassait le père de sa propre maison. Laurence était là, talons qui claquaient sur le parquet que je cirais depuis 40 ans. « Jacques, parfait, on va refaire toute cette pièce, du blanc, du moderne. Fini ce musée poussiéreux. » Elle parlait de Emma Maison comme d'un projet de rénovation trouvé sur Pinterest. J'ai souri. Ce sourire que j'avais perfectionné ces derniers jours, compréhensif, légèrement résigné, totalement faux. Bien sûr, c'est votre maison maintenant. Son expression de triomphe valait tous les spectacles du grand théâtre. Elle ne voyait pas le piège. Aucun d'eux ne le voyait. Dans ma petite chambre du 2e étage, celle qui donnait sur la rue, pas sur le jardin, évidemment, j'ai ouvert mon classeur noir. Chaque dépense, chaque modification, chaque conversation, tout documenté. Les ouvriers, 8 500 € payés en liquide. Le nouveau canapé scandinave, 4 200 €. La cuisine commande chez un designer italien devis à 32 000 €. Julien gagnait officiellement 4 200 € par mois. Ses dépenses depuis la donation dépassaient déjà les 60 000 €. Les mathématiques ne mentaient jamais. Et le fisc français adorait les mathématiques. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Monsieur Laroche, service des impôts, contrôle fiscal. Nous avons quelques questions concernant votre fils, Julien Laroche. Vous êtes bien son père? Mon cœur a battu plus vite. Pas d'anxiété, d'anticipation. En effet, nous avons reçu des informations anonymes concernant des incohérences dans ses déclarations. Savez-vous s'il a des revenus à l'étranger?
Je ne m'occupe pas des finances de mon fils. Nous ne sommes pas très proches. Vérité parfaite. Bien sûr, merci monsieur. J'ai raccroché. Le premier domino venait de tomber. Pas par ma main directe. L'email anonyme avait été envoyé depuis un cybercafé de Toulouse 3 semaines plus tôt. Intraçable, mais terriblement efficace. Quelques jours plus tard, Julien est rentré, visage livide. Une enveloppe de la Direction générale des finances publiques tremblait dans sa main. « Papa !» Sa voix était différente, plus de condescendance, de la peur. « J'ai reçu, il me demande de justifier. » « De justifier quoi, mon fils ? » « Mes dépenses, la Rolex, les Maldives. Ils veulent voir mes relevés bancaires. » Il s'est effondré sur le canapé scandinave à 4 200 €. Comment ils ont su ? J'ai haussé les épaules avec une indifférence parfaitement calibrée. Les systèmes informatiques, j'imagine, ils croisent les données. Les cartes bancaires, les réseaux sociaux. Laurence poste beaucoup sur Instagram, non ? Il a pâli davantage, bien sûr. Les photos du banquet au chapon fin, les selfies aux Maldives, la Rolex en gros plan, tout public, tout documenté. Qu'est-ce que je fais ? Tu réponds honnêtement. Tu n'as rien à cacher, n'est-ce pas ? Le silence qui a suivi était éloquent, très éloquent. Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec Karine Dupont, sommelière que je connaissais depuis 20 ans. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau, entourés de bouteilles et de livres sur le vin. « Jacques, ton catalogue est prêt. » Elle a posé un document de 40 pages devant moi. Chaque bouteille, provenance, année, état, valeur estimée. C'est du travail d'orfèvre. J'ai parcouru les pages. Mes Pétrus, mes Romanée Conti, mes Château d'Yquem. Chacun avec sa photo, sa description, son prix. 15 bouteilles représentant 87 000 € à elle seule. Karine, ce catalogue, il a une valeur légale. Absolument. Je suis experte certifiée. Ce document peut servir pour une assurance, une succession, un litige. Parfait. Elle m'a regardé avec curiosité. Jacques, qu'est-ce que tu prépares ? Je protège ce que j'ai passé 40 ans à construire. De retour à la villa, j'ai croisé Julien dans l'escalier. Il était au téléphone, voix basse, tendue. Non, pas maintenant. Ils vont fouiller partout. Les comptes, il faut les... Il m'a vu. A raccroché brutalement. Papa, je ne t'avais pas entendu. Je montais me coucher. Bonne nuit, Julien. Dans ma chambre, j'ai ajouté une note dans mon classeur. Julien panique, cherche à déplacer des fonds. Probablement les comptes luxembourgeois. Le lendemain matin, prenant mon café dans la cuisine que Laurence avait déjà commencé à démolir, j'ai lancé avec désinvolture « Au fait, Julien, comment vont tes clients du Luxembourg ? Tu en parlais toujours avec tellement d'enthousiasme. » Il a renversé son café, littéralement. La tasse s'est fracassée sur le carrelage. « Le Luxembourg ? Pourquoi ? Pourquoi tu parles du Luxembourg ?» Simple curiosité. J'ai souri. « Tu semblais avoir beaucoup de succès là-bas. C'est important pour ta carrière, non ?» Ses mains tremblaient en ramassant les morceaux de porcelaine. « Oui, enfin non, c'était il y a longtemps. »« Ah bon ? J'aurais juré t'avoir entendu en parler il y a quelques mois encore. » Petit mensonge, gros impact. Il m'a regardé différemment, comme s'il me voyait pour la première fois. « Papa, tu sais quelque chose. » Moi, je suis un vieil homme qui vit dans une chambre au 2e étage de ce qui était sa maison. Qu'est-ce que je pourrais savoir ? Mais mes yeux lui disaient autre chose. Et il le savait. La panique dans son regard était délicieuse, artistique presque. Quelques jours après cette conversation, Julien a reçu un second courrier. Cette fois, l'enveloppe était plus épaisse, plus officielle. Je l'ai vu l'ouvrir dans le salon, ses mains tremblant tellement qu'il a déchiré le papier. Ils demandent mes déclarations des 3 dernières années et des explications sur... Il a levé les yeux vers moi. Sur l'origine de mes fonds. C'est une procédure normale, j'imagine. Normale ? Papa, ils enquêtent ? Quelqu'un a dû les alerter. J'ai continué à lire mon journal tranquillement. Tu penses que quelqu'un t'en veut ? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Il a sorti son téléphone. Je vais engager un détective privé, voir qui fouille dans mes affaires.
Bonne idée. La transparence est important. 3 jours plus tard, un détective privé sonnait à ma porte. Marc Tellier, engagé par Julien pour découvrir qui le harcelait. Je lui ai servi le personnage parfait du vieux père résigné. Oui, j'avais cédé la propriété volontairement. Non, je n'en voulais pas à mon fils. Mes amis? Des vieux notaires, une sommelière, un fonctionnaire nommé Lucien Martin, avec qui je jouais aux échecs. Il est parti satisfait. J'ai attendu 1 heure avant d'appeler Lucien. Notre ami commun vient de recevoir la visite d'un détective privé. Je sais, il a déjà appelé au bureau pour se plaindre de harcèlement, ça n'aide pas sa cause. Lucien a ri. Les gens qui engagent des détectives pour enquêter sur leurs enquêteurs fiscaux. On adore ça. Ça sent toujours la culpabilité. Le dossier avance. 93 000 € en 3 ans. Non déclarés. On va lui demander l'accès aux comptes étrangers bientôt. Pendant ce temps, Laurence découvrait la clause de conservation. Je l'ai entendue hurler depuis ma chambre. Elle était au téléphone avec un marchand de vin. « Mais c'est NOS Bouteilles !» Elle a raccroché violemment. « Jacques, il dit qu'il ne peut pas acheter les vins, qu'il y a une clause dans l'acte de donation. »« Ah oui, la clause de conservation. Rebecca l'a mentionnée lors de la signature. »« Quelle clause ? La collection doit rester intacte pendant 10 ans. Si vous vendez une seule bouteille, la donation est annulée et tout me revient. C'est une clause standard pour les collections de valeurs, protection du patrimoine familial. » Son visage est passé par toutes les nuances du rouge. 10 ans, mais on a besoin de cet argent. Pour la cuisine italienne à 32 000 €, j'ai fait mine de réfléchir. C'est dommage, mais Julien a signé les documents. Il a accepté les termes. Il ne les a pas lus. Justement, j'ai laissé le mot flotter. C'est toujours conseillé de lire avant de signer, surtout les actes notariés. Ce soir-là, Julien est monté me voir dans ma chambre. Première fois qu'il frappait à ma porte depuis la donation. « Papa, il faut qu'on parle. » Entre. Il s'est assis sur l'unique chaise, l'air défait. « Ces documents que tu as signés, l'usufruit, la clause de conservation, tu savais ce que tu faisais ? » « Bien sûr, j'ai été notaire pendant 35 ans, Julien. »« Alors pourquoi ? Pourquoi donner la propriété si tu gardes tous les droits ? Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. La maison, la cave, le titre de propriété. » J'ai marqué une pause. Tu voulais le pouvoir, mais en France, la propriété et le pouvoir sont 2 choses différentes. C'est une leçon que j'aurais dû t'enseigner il y a longtemps. C'est une vengeance ? Une vengeance ? Non, une leçon. Sur le respect, sur l'avarice, sur les conséquences. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu voulais que je meure vite pour hériter. Maintenant tu as hérité. Profites-en. Il est sorti, silencieux. En bas, j'ai entendu Laurence. Alors, il va annuler ? Il ne peut pas. Leur dispute a duré jusqu'à minuit. Musique pour mes oreilles. Le lendemain, j'avais rendez-vous chez Rebecca Leroy. Son office notarial sentait le cuir et le papier ancien. « Jacques, vous m'avez demandé de préparer quelque chose. » « Oui, je voudrais créer une fondation pour la promotion de la viticulture bordelaise. Formation des jeunes vignerons. » Elle a souri. « Une fondation, avec quelle dotation ? 120 000 € pour commencer. » C'est généreux. Elle a commencé à prendre des notes. Vous savez que les donations aux fondations réduisent votre masse successorale. Votre quotité disponible ? C'est précisément l'idée. Rebecca a levé les yeux, compréhension dans le regard. Vous allez tout donner à la fondation. Julien n'aura que sa réserve héréditaire. 50%, c'est la loi, je la respecte. Et ces 50% seront... Ah, la nue propriété de cette maison, déjà encombrée de mon usufruit viager. La moitié d'une collection de vins qu'on ne peut pas vendre séparément. Quelques comptes dont la fondation aura l'usufruit. J'ai souri. Légal, imparable, juste. Jacques, a dit Rebecca doucement, c'est diabolique. Non, c'est français. Dans les jours qui ont suivi, Julien a essayé de contre-attaquer. Il a trouvé un avocat spécialisé en droit des successions, Maître Giraud, un homme aux tempes grises qui m'a convoqué dans son cabinet. Monsieur Laroche, mon client estime que la donation a été effectuée sous contrainte morale. Que vous avez été...
Influencé. J'ai souri. Influencé? Par mon propre fils qui réclamait ma maison? Intéressant. Il affirme que vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens. Maître Giraud, voulez-vous que je vous récite les articles du Code civil concernant l'usufruit? Ou préférez-vous que nous parlions de la jurisprudence sur les donations-partage? Son expression m'a dit qu'il avait compris. Je n'étais pas un vieux sénile, j'étais un notaire qui savait exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, Rebecca m'a appelé. Jacques, l'avocat de votre fils, a demandé les enregistrements de la signature. Je les lui ai envoyés. Et on vous voit parfaitement calme, posé, expliquant chaque clause. Et on voit Julien insister pour accélérer, refuser de tout lire. Elle a ri doucement. Son propre avocat va lui conseiller d'abandonner. Pendant ce temps, la pression fiscale s'intensifiait. Lucien m'a tenu informé sans que je le demande, nous étions de vieux amis après tout. Les échecs du jeudi étaient devenus notre rituel. Ils lui ont demandé l'accès au compte luxembourgeois. S'il refuse, c'est un aveu de culpabilité. S'il accepte, Lucien a déplacé son cavalier. 93 000 € non déclarés sur 3 ans. Les calculs sont simples, échec et maths fiscale. Le montant de l'amende? Entre 87 et 150 000 € selon son degré de coopération, plus les arriérés d'impôts. Il m'a regardé par-dessus l'échiquier. Sans compter le risque pénal, fraude fiscale aggravée, c'est jusqu'à 5 ans de prison. Ce soir-là, Julien est venu me voir. Pas dans ma chambre cette fois, dans le petit salon que Laurence n'avait pas encore transformé en showroom scandinave. Il avait l'air épuisé. « Papa ?» Sa voix était différente, plus d'arrogance, quelque chose qui ressemblait presque à de la supplication. Je pense qu'on a mal commencé, cette donation. Peut-être qu'on pourrait reconsidérer? La refaire? La refaire? J'ai pris mon temps pour répondre. Julien, une donation enregistrée chez un notaire, c'est comme le béton, ça prend, ça durcit, ça ne bouge plus. Mais si on était d'accord tous les deux, le droit français ne permet pas d'annuler une donation simplement parce qu'on change d'avis. Il faudrait prouver un vice du consentement, violence, dol, erreur. J'ai souri. Tu as les enregistrements de la signature. Tu vois un vice? Son silence était éloquent. Tu voulais cette maison, mon fils. Maintenant, elle est à toi, avec tous ces, comment dire, attributs juridiques, l'usufruit, les clauses, les obligations. Les impôts fonciers, 3 200 € par an. Oui, le nu propriétaire les paye. J'ai fait une pause. Même s'il ne peut pas utiliser le bien. Paradoxal, n'est-ce pas? Il est parti sans un mot. Mais j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. La première vraie compréhension qu'il avait perdue. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une voiture s'est garée devant la villa. Un jeune homme en est sorti, cheveux bouclés, chemise à carreaux. Il m'a tendu la main avec un sourire franc. « Monsieur Laroche ?» Loïc Rousseau. « Vous m'aviez contacté au sujet du financement pour mes vignobles ?» Loïc. 32 ans. Vigneron à Saint-Émilion. Passionné, travailleur, respectueux des traditions. Exactement le genre de jeune homme que j'aurais voulu avoir comme fils. Nous avons parlé 2 heures, de ses projets, de ses rêves, de cette parcelle de merlot qu'il voulait développer, de la transmission du savoir vinicole, de tout ce que Julien n'avait jamais voulu comprendre. « Monsieur Laroche, pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez pas. Disons que je crois en l'investissement dans ceux qui respectent la tradition. » J'ai sorti mon chéquier. 8 000 €, pour commencer. Ses yeux se sont écarquillés. Je ne sais pas quoi dire. Dites-moi simplement que vous ferez du bon vin. Julien nous a vus par la fenêtre. J'ai vu son visage. La confusion, puis la colère, puis quelque chose de plus sombre, la compréhension. Son père donnait de l'argent à un étranger. Beaucoup d'argent. Le soir même, Laurence a fait une scène. Tu donnes 8 000 € à un inconnu pendant que nous ne pouvons même pas vendre une bouteille de vin? Mon argent, ma décision. Ton argent, notre héritage. J'ai ri, vraiment ri. Votre héritage. Laurence, vous aurez la réserve héréditaire. 50%. C'est la loi. Le reste? La quotité disponible? Je peux en faire ce que je veux. Donner à qui je veux. Quand je veux.
Elle est devenue cramoisie. Tu vas tout donner à ce vigneron, peut-être, ou peut-être à une fondation, ou peut-être à mes vieux amis. La beauté du droit français, voyez-vous, c'est qu'il protège les enfants du néant, mais il ne garantit pas l'opulence. Julien a compris ce soir-là que la bataille ne faisait que commencer. Et moi, j'ai savouré mon verre de Margot en pensant à la suite. Car j'avais encore des cartes à jouer. Beaucoup de cartes. Une semaine plus tard, l'enveloppe est arrivée. Papier épais, en tête de la Direction générale des finances publiques. Recommandé. J'ai entendu Julien l'ouvrir depuis ma chambre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis un cri. Je suis descendu tranquillement. Julien était effondré sur le canapé, la lettre tremblant entre ses mains. Laurence lisait par-dessus son épaule, visage décomposé. Un contrôle fiscal. Vérification approfondie 2022 à 2025. J'ai pris le temps de me servir un café. C'est ennuyeux. Ennuyeux? Ils vont tout fouiller. Si tu n'as rien à cacher, papa. Il m'a regardé différemment. Tu savais, pour le Luxembourg, c'est toi qui les as alertés. J'ai souri, calme, presque bienveillant, terrifiant. Moi, je suis un vieux retraité dans une chambre au 2e. Comment aurais-je pu? Quand je t'ai montré mon bureau il y a 2 mois, tu as vu les documents. Ah, cette visite? Oui, j'ai peut-être jeté un œil, un vieux réflexe. J'ai reposé ma tasse. Mais en France, il existe des systèmes automatiques. Quand quelqu'un gagne 4 200 € mais achète une Rolex à 15 000, des ordinateurs le remarquent. Ils mentionnent le Luxembourg, quelqu'un les a renseignés. Il arrive que des citoyens signalent des irrégularités, anonymement, le sens civique, très français. Le silence était magnifique. Je les ai vus comprendre. Leur visage, incrédulité, horreur, rage. Tu as détruit ton propre fils. La voix de Julien était à peine audible. Non, tu t'es détruit toi-même. Fraude fiscale. 93 000 € non déclarés. J'ai révélé la vérité. J'ai marqué une pause délibérée. Tu sais ce qui est ironique? Si tu avais été honnête, si tu avais déclaré ces revenus, tu aurais payé environ 30 000 € d'impôts sur 3 ans. Maintenant, tu vas payer 4 fois plus en amende, sans compter le risque pénal. Laurence s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. L'amende? A demandé Julien d'une voix morte. Entre 87 et 150 000 €. Plus les arriérés, environ 28 000. Ça dépendra de ta coopération. Si tu donnes accès au compte luxembourgeois immédiatement, si tu montres du repentir, peut-être éviteras-tu la prison. 5 ans maximum pour fraude aggravée. Comment payer? Ah, si tu avais pu vendre la maison et les vins, ça aurait couvert, mais l'usufruit. Et la clause de conservation, 10 ans, jusqu'en 2035. Julien s'est rassis lentement. J'ai vu le moment exact où l'ampleur complète de la situation l'a frappé de plein fouet. Il possédait une villa de 220 mètres carrés au cœur de Bordeaux, estimée à environ 350 000 €. Plus une collection de vins valant un quart de million. Sur le papier, il était riche, un patrimoine de près de 600 000 €. Dans la réalité, il ne pouvait toucher à rien, pas un euro. Mais chaque année, la taxe foncière de 3 200 € tomberait, inéluctable. Il était propriétaire d'un piège doré qu'il devait financer sans pouvoir l'utiliser. Tu m'as piégé, depuis le début, tout était calculé, la donation, l'usufruit, la clause, tout. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé, la propriété, le titre, la gloire d'être propriétaire. Ma voix restait douce. Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas compris la différence entre posséder et contrôler. Pourquoi? Il avait l'air d'un enfant perdu. Pourquoi tout ça? Tu voulais que je meure vite pour hériter. Tu as traité cette maison, où j'ai grandi, où sont morts mes parents, où je t'ai élevé, comme un bien à liquider. Ma collection de 40 ans, de la marchandise. J'ai bu mon café. Je t'ai montré que les pères aussi peuvent donner des leçons qui durent. Et maintenant? Maintenant, tu vas payer le fisc, tu vas garder ton titre de propriétaire,
Tu vas apprendre à vivre avec les conséquences de ta cupidité. J'ai fait une pause. Et moi, je vais continuer à vivre ici, dans ma maison, avec mon usufruit viager, en développant ma fondation pour jeunes vignerons, en donnant ma quotité disponible à qui je veux. La fondation? Laurence a relevé la tête, yeux rouges de larmes qui coulaient maintenant librement. Ah, ça! J'ai créé la Fondation familiale Laroche pour la promotion de la viticulture bordelaise, former les jeunes, transmettre le savoir, préserver les traditions. J'ai énuméré calmement. Dotation initiale, 120 000 euros. D'autres donations suivront, légales, fiscalement avantageux, et ça réduit ma succession taxable. J'ai souri. Chaque euro donné à la Fondation est 1 euro de moins dans votre héritage futur. Tu ne peux pas, a murmuré Julien. La réserve héréditaire? Te garantit 50%. Pas un centime de plus. Le reste, la quotité disponible, je peux la donner à qui je veux. J'ai souri. Bienvenue dans le droit français, mon fils. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation. Julien cherchait désespérément une sortie. J'ai appris par Rebecca qu'il avait tenté d'emprunter à la banque en utilisant la maison comme garantie. Refus catégorique. Impossible d'hypothéquer un bien dont on possède seulement la nue propriété quand l'usufruit appartient à quelqu'un d'autre. Les banquiers ne sont pas des philanthropes. Puis il est venu me voir. Différent cette fois. Presque suppliant. Papa, et si je rachetais l'usufruit? On pourrait trouver un arrangement. Racheter l'usufruit? J'ai fait de mine de réfléchir. C'est une option. Rebecca pourrait calculer la valeur. 2 jours plus tard, elle m'a appelé. Jacques, j'ai fait l'évaluation pour Julien. Compte tenu de votre âge et de l'espérance de vie statistique, l'usufruit viager sur cette propriété vaut environ 180 000 euros. Presque la valeur de la maison elle-même. Julien n'avait pas cette somme, surtout pas maintenant. Pendant ce temps, Lucien m'a informé que le fisc avait finalement accédé au compte luxembourgeois. 93 000 euros de revenus non déclarés sur 3 ans. Le calcul était simple et brutal. 87 000 euros d'amende, plus 28 000 d'arriérés d'impôts, plus les pénalités de retard. Total estimé environ 120 000 euros. Et si Julien ne coopérait pas rapidement, le dossier serait transmis au procureur pour fraude fiscale aggravée. J'ai observé leur mariage se désintégrer en temps réel. Les disputes ont commencé doucement. Des reproches murmurés, puis des éclats de voix. Puis, des portes qui claquent. Laurence ne criait même plus. Pire, elle parlait froid. Calculateur. Tu m'as menti sur tout. L'argent, la maison, les investissements. Tout. Elle pliait ses vêtements avec des gestes mécaniques, empilant ses affaires dans des valises. Laurence, je vais régler ça. Avec quoi? Tu n'as rien. Cette maison où tu ne peux même pas vivre, ces vins que tu ne peux pas vendre. Elle a fermé sa valise d'un coup sec. Mon avocat t'enverra les papiers. Séparation de biens. Je ne veux rien de tes dettes, rien de toi. Elle est partie un mardi matin. J'ai observé depuis ma fenêtre. 3 valises. Un taxi. Pas de regard en arrière. La porte s'est refermée avec un claquement définitif qui a résonné dans toute la maison vide. Julien est resté seul dans le salon, entouré des meubles scandinaves qu'elle avait choisis. Symbole coûteux d'un rêve qui s'effondrait. Il n'a pas bougé pendant 1 heure, juste assis là, fixant le vide. C'est ce jour-là que j'ai convoqué Loïc pour une rencontre officielle. Chez Rebecca, bien sûr. Tout devait être juridiquement irréprochable. Loïc, je voudrais créer quelque chose de durable. Une fondation pour soutenir les jeunes vignerons de la région. La Fondation familiale Laroche. J'ai sorti les documents que Rebecca avait préparés. Pour transmettre le savoir, préserver les traditions, aider ceux qui respectent vraiment le métier. Ses yeux se sont illuminés. Monsieur Laroche, c'est incroyable, généreux. Maïs, la dotation initiale sera de 120 000 euros. J'ai regardé Rebecca. C'est légal, n'est-ce pas? Parfaitement en règle? Parfaitement. Les donations aux fondations reconnues d'utilité publique sont déductibles fiscalement, et elles réduisent votre masse successorale de manière significative.
Elle a marqué une pause significative, ses yeux me disant qu'elle comprenait exactement ce que je faisais. Votre quotité disponible sera largement entamée. C'est l'idée. Julien l'a appris le lendemain. Je ne sais pas comment, peut-être Raymond qui ne pouvait se taire, peut-être les ragots de Bordeaux. Il a débarqué, livide. Tu donnes 120 000 € à un étranger? Pas un étranger. Un jeune homme qui respecte la tradition viticole, qui comprend la valeur du patrimoine. J'ai bu mon café tranquillement. Et ce n'est qu'un début. D'autres donations suivront. Tu es en train de vider ton patrimoine. Mon patrimoine, exactement. Ma quotité disponible me permet d'en disposer comme je veux. J'ai souri. Tu auras ta réserve héréditaire. 50%. C'est la loi. Le reste, je le donne à qui je veux. Mais c'est de la vengeance? J'ai posé ma tasse. Non, Julien, c'est de la justice. Tu voulais l'héritage. Tu l'auras. Mais seulement ce que la loi t'impose de te donner. Pas un euro de plus. Il s'est effondré sur une chaise. Pourquoi tu fais ça? Tu m'as traité comme un obstacle à éliminer, ma maison comme un actif à liquider, ma collection comme de la marchandise. J'ai articulé chaque mot lentement. Je te montre simplement que les vieux ne sont pas toujours aussi impuissants qu'on le croit. Ce soir-là, j'ai signé les documents de création de la fondation. Rebecca a apposé son sceau. Le bruit du tampon sur le papier, définitif, irrévocable. 120 000 € sortaient de ma succession, pour toujours. Julien l'a compris. J'ai vu dans ses yeux le moment exact où il a réalisé que son père ne se contentait pas de se défendre. Il contre-attaquait, méthodiquement, légalement, définitivement. Et ce n'était pas fini, loin de là. Un mois s'est écoulé. L'enveloppe est arrivée par huissier. Mise en demeure officielle de la Direction générale des finances publiques, Julien avait 90 jours pour payer 94 500 €. Faute de quoi, dossier transmis au procureur de la République, je l'ai vu paniquer, appeler des amis pour emprunter, essayer de vendre son appartement. Mais le marché immobilier bordelais était lent et le scandale fiscal se répandait dans les cercles professionnels. Les acheteurs potentiels disparaissaient quand ils entendirent le nom Laroche. Finalement, il a dû accepter une offre à 40% sous le prix du marché. 60 000 € au lieu de 100. Avec l'argent emprunté à droite et à gauche, il a réuni la somme. À peine. Le jour où il a payé, Laurence a officiellement déposé sa demande de divorce. Séparation de biens. Elle ne voulait rien de lui, même pas son nom. C'est à ce moment-là que j'ai porté le coup suivant. Julien ne le savait pas encore, mais la partie n'était pas terminée. Chez Rebecca, j'ai signé 2 documents cruciaux. Le premier, Loïc Rousseau était désormais officiellement nommé gardien de ma collection de vins. Juridiquement, cela signifiait qu'il avait un droit de regard sur toute transaction concernant les bouteilles. Même après ma mort, Julien ne pourrait pas simplement vendre la collection. Il aurait besoin de l'accord de Loïc. Le deuxième document était mon testament authentique, complètement révisé. Rebecca l'a lu à voix haute pour l'enregistrement vidéo. Je lègue ma quotité disponible, soit 50% de mon patrimoine, à la Fondation familiale Laroche. Mon fils Julien recevra sa réserve héréditaire légale, soit les 50% restants, comprenant la nue propriété de la villa Les Trois Vignes, grevée de mon usufruit viager. 50% de ma collection de vins, soumise à la clause de conservation jusqu'en 2035, et divers comptes bancaires dont l'usufruit reviendra temporairement à la Fondation pour financer ses activités. C'est parfaitement légal? Ai-je demandé pour la forme. Irréprochable. La réserve héréditaire est respectée. Votre fils recevra exactement ce que la loi lui garantit. Ni plus, ni moins. Raymond est venu me voir ce soir-là. Il m'a trouvé dans la cave, vérifiant mes bouteilles avec Loïc. « Jacques, vous êtes certain? C'est votre fils. Votre seul enfant. Mon fils qui voulait que je meure rapidement pour hériter. Qui a traité cette maison comme un investissement? Qui m'a relégué dans une chambre de bonne? J'ai caressé une bouteille de Pétrus 1982. Il aura sa part, mais seulement sa part. Il va vous haïr. Peut-être,
Ou peut-être qu'il apprendra. J'ai regardé Loïc, qui prenait des notes sur la collection avec un respect presque religieux. Certains comprennent la valeur des choses, d'autres non. Julien a découvert l'existence du testament révisé une semaine plus tard. Un ami avocat lui avait parlé. Il a débarqué, furieux. « Tu as tout donné à ta fondation. »« Faux, j'ai donné ma quotité disponible. Tu auras ta réserve héréditaire. » Une réserve chargée d'usufruits et de clauses. Une maison que je ne peux pas utiliser. Des vins que je ne peux pas vendre. Une maison dont tu es propriétaire. Des vins de grande valeur. Sur le papier, tu es riche. J'ai souri. Le problème, c'est que le papier ne se mange pas. Il a tenté une dernière chose. Désespéré. Pathétique. Il a engagé Maître Giraud pour contester le testament. Abus de faiblesse, captation d'héritage, altération des facultés mentales. Le juge a demandé une expertise. J'y suis allé avec plaisir. 2 heures d'examen par un psychiatre et un gériatre. Résultat, M. Laroche est en pleine possession de ses moyens. Mémoire excellente, raisonnement logique intact, aucun signe de sénilité ou d'influence indue. Rebecca avait également fourni les enregistrements vidéo de toutes nos réunions. On me voyait expliquer posément chaque clause, chaque décision. Maître Giraud a abandonné. « Votre père a tout anticipé », qu'a-t-il dit à Julien. Chaque document est bétonné, chaque décision datée et justifiée. Il ne vous a laissé aucune ouverture juridique. Julien est venu me voir une dernière fois cette semaine-là. Plus de colère, juste de l'épuisement. Tu as gagné. Félicitations. Je n'ai pas gagné, Julien. J'ai posé ma main sur son épaule. Il ne s'est pas écarté. Je t'ai simplement montré que la cupidité a un prix. Que le respect se mérite. Que l'amour filial ne se remplace pas par l'avidité. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Vivre, travailler, reconstruire. J'ai marqué une pause. Et peut-être, un jour, comprendre ce que j'ai essayé de t'enseigner. Il est parti. Je ne savais pas si je le reverrais. Mais j'avais fait ce que je devais faire. Protéger ce qui comptait. Enseigner une leçon, préserver un héritage pour ceux qui le mériteraient vraiment. La villa Les Trois Vignes allait devenir le siège de la fondation. Un lieu de transmission, de savoir, de respect des traditions. Exactement ce qu'elle avait toujours dû être. 3 semaines avant Noël, la neige tombait doucement sur Bordeaux, rare pour la région, presque magique. Julien a sonné à la porte de la villa. Notre villa, enfin juridiquement la sienne. Dans les faits, éternellement la mienne. Il avait changé, profondément, maigri de peut-être 10 kilos. Des cernes profonds creusaient sous ses yeux. Le costume impeccable d'autrefois remplacé par un jean délavé et un pull usé au coude. Il avait payé les 94 500 €. J'avais vérifié auprès de Lucien. Vente de son appartement à 40% sous le prix du marché. Emprunt auprès d'amis qui ne le regardèrent plus de la même façon. Il était financièrement, socialement, moralement ruiné. Entre. Ma voix était neutre. Ni chaleureuse, ni froide. Juste factuelle. Il s'est assis dans le salon. Son salon, techniquement, mais il s'y asseyait comme un invité mal à l'aise. Parce qu'il l'était. Propriétaire sur le papier, étranger dans les faits. Papa, sa voix était brisée, rauque, comme s'il avait trop pleuré ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu veux, vraiment? Qu'est-ce que je dois faire pour que tout ça s'arrête? Vouloir. J'ai versé du café dans 2 tasses, lentement, méticuleusement. Rien, Julien, absolument rien, tu as déjà ce que tu voulais. Cette maison. Regarde autour de toi, admire, elle est à toi. Ton nom sur l'acte de propriété, ta signature au cadastre. Je ne peux même pas y vivre. L'usufruit, oui. J'ai bu lentement, savourant chaque gorgée. Mais tu es propriétaire, c'est ce que tu réclamais, non? La propriété, le titre, la gloire d'être inscrite au cadastre de Bordeaux comme propriétaire d'une villa historique. Tu l'as, félicitations. Et après ta mort, qu'est-ce qui se passe après? Ah, la grande question. J'ai souri. La réserve héréditaire. Magnifique invention de notre Code civil. Protection des enfants contre les parents injustes. Tu recevras 50% de ma succession. Exactement ce que la loi te garantit. Ni plus,
ni moins. Je suis allé chercher un dossier dans mon bureau, épais, bien organisé, des intercalaires de couleurs, les poser devant lui avec un petit bruit satisfaisant sur la table en chaîne. Qu'est-ce que c'est? Il regardait le dossier comme s'il contenait une bombe. Ouvre, un seul mot. Mais il contenait tout. Il a ouvert. Lentement. Ses mains tremblaient légèrement. Photos imprimées en haute résolution. Copies de documents, chacune datée et annotée. Les relevés luxembourgeois, tous. Avec leur date d'impression, 2 mois avant mon anniversaire. 2 mois avant qu'il réclame ma maison. Avant tout. Avant absolument tout. Son visage s'est vidé de son sang, littéralement. J'ai vu la couleur partir, remplacée par un blanc crayeux presque fascinant à observer. Tu savais, avant même que je... Avant que tu réclames la maison, avant ton petit ultimatum d'anniversaire charmant? Oui, Julien, bien avant. J'ai articulé chaque mot posément, savourant chaque syllabe. 2 mois avant ce dîner mémorable, je suis venu à ton bureau. Tu te souviens? Tu étais si fier de me montrer tes nouveaux locaux. Regarde, papa, j'ai mon propre bureau. Tu as pris un appel, 5 minutes. Tu m'as laissé seul. J'ai vu ces documents sur ton bureau. J'ai pris des photos avec mon téléphone. 23 photos, toutes là. Tout était... Il cherchait ses mots. Planifié? Chaque détail. La donation avec usufruit, la clause de conservation, le catalogue de vins établi avant même la signature. J'ai sorti un autre document. Et ceci, l'email anonyme à la Direction générale des finances publiques, envoyé depuis un cybercafé à Toulouse, 3 semaines après la donation. Timing parfait. Julien tremblait maintenant. C'était une vengeance depuis le début. Une leçon sur le respect, sur la cupidité, sur les conséquences. Je me suis penché vers lui. Tu as voulu ma maison, tu l'as. Tu as voulu l'héritage, tu l'auras. 50%. Mais c'est 50%. La nue propriété de cette villa que la Fondation occupera pendant 15 ans après ma mort. La moitié d'une collection de vins que tu ne pourras pas vendre séparément jusqu'en 2035. Des comptes dont l'usufruit ira temporairement à la Fondation. Et l'autre moitié? La quotité disponible? À la Fondation familiale Laroche. 120 000 € déjà versés. D'autres donations suivront. Loïc et d'autres jeunes vignerons qui comprennent la valeur de la tradition. Il a pleuré. Pas de sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Pourquoi? Je suis ton fils. Tu l'es, et tu recevras exactement ce que la loi t'oblige à avoir. La réserve héréditaire te protège de mon ingratitude. J'ai marqué une pause. Mais elle ne te garantit pas l'opulence, juste le minimum légal. Le reste, je le donne à qui mérite. Il est parti sans un mot. La porte s'est refermée doucement. Pas de claquement cette fois, juste la résignation. J'ai regardé par la fenêtre. La neige continuait de tomber. La villa Les Trois Vignes était belle sous son manteau blanc. Ma villa, mon héritage, protégé, préservé, pour ceux qui le méritaient. La vengeance n'était pas douce. Elle était juste, froide comme le droit français, implacable comme la loi, parfaite comme un acte notarié, et complète. Janvier 2026. Le mois le plus froid depuis 10 ans, disaient les journaux. Julien vivait maintenant dans un 45 mètres carrés à Bacalan, le quartier le moins cher de Bordeaux. Après le scandale fiscal, sa banque l'avait rétrogradé. Chef de clientèle devenu simple conseiller. Salaire divisé par 2. Il remboursait ses dettes, lentement, péniblement. Laurence avait refait sa vie à Paris. Divorce prononcé en novembre, séparation de biens stricte. Elle n'avait rien pris. Elle ne voulait rien qui vienne de lui. Moi, la villa Les Trois Vignes était devenue le siège officiel de la Fondation familiale Laroche. Rebecca avait finalisé tous les documents. Le rez-de-chaussée accueillait désormais un petit musée du vin bordelais. À l'étage, une salle de formation où Loïc donnait des cours aux jeunes vignerons 3 fois par semaine. Ma collection servait aux dégustations pédagogiques. Pas une bouteille vendue, chacune appréciée, étudiée, respectée. Le 29 janvier, jour de mon 69e anniversaire, j'ai organisé un dîner. Pas de famille,
Des amis, Raymond et sa femme, Rebecca, Karine, Lucien et son épouse, Loïc avec sa compagne et leur petite fille de 2 ans qui courait partout en riant. Une dizaine d'étudiants de la formation. La maison vivait. Résonnait de conversations sur le vin, les vignobles, la transmission du savoir. Pendant le toast, j'ai levé mon verre de Château Margaux 2005, le même qu'à mon 68e anniversaire, quand tout avait commencé. Mon fils voulait cette maison. Maintenant, elle est à lui, juridiquement, sur les papiers du cadastre. J'ai laissé un silence s'installer. Mais moi, je voulais qu'elle reste un foyer, un lieu de transmission, de respect des traditions. Et regardez. J'ai fait un geste englobant la pièce pleine de vie. C'est exactement ce qu'elle est devenue. Les applaudissements ont été chaleureux, sincères. Ces gens comprenaient, respectaient, appréciaient. Le lendemain matin, une lettre recommandée est arrivée pour Julien à son adresse de Bacalan, copie du testament authentique révisé. Rebecca me l'avait confirmé. Il l'ouvrirait, lirait, comprendrait enfin et définitivement. 50% pour lui, la réserve héréditaire, incontournable. Mais cette moitié comprenait la nue propriété de la villa, la fondation ayant un bail de 15 ans, 50% de la collection, indivisible jusqu'en 2035 selon la clause de conservation, divers comptes dont l'usufruit allait à la fondation pour financer ses activités. Sur le papier, riche. Dans les faits, piégé pour encore des décennies. Les 50% restants, quotité disponible. À la fondation, pour toujours. J'ai reçu un message de Julien 2 jours plus tard. 5 mots. Tu as gagné, je comprends. Je n'ai pas répondu. Le silence était suffisant, plus éloquent que n'importe quel discours. Raymond est venu me voir une dernière fois pour cette affaire. Jacques, vous ne regrettez rien, c'est votre fils unique. Mon fils qui voulait que je meure vite. Qui a traité cette maison comme un investissement. Qui m'a relégué dans une chambre de bonne dans ma propre demeure. J'ai regardé par la fenêtre la cour où Loïc montrait aux étudiants comment examiner la robe d'un vin. Non, Raymond, je ne regrette rien. Il apprendra peut-être. Peut-être. J'ai souri. Ou peut-être pas. Mais ce n'est plus mon problème. J'ai fait ce que je devais faire. Protéger ce patrimoine. Enseigner une leçon. Assurer que la tradition survive. Les semaines ont passé, la vie a continué. Les cours de Loïc attiraient de plus en plus d'étudiants. Le petit musée recevait des visiteurs chaque week-end. La villa résonnait de rires, de discussions passionnées sur les terroirs, de transmission de savoir. Julien payait sa taxe foncière. 3 200 € chaque année. Pour une maison où il ne mettait jamais les pieds. Une maison qui légalement lui appartenait mais qu'il ne contrôlait pas. Le piège parfait, légal, imparable, français. Un soir de fin janvier, assis dans mon bureau avec un verre de Pétrus 1982, j'ai repensé à tout. 16 mois depuis ce dîner d'anniversaire fatidique. 16 mois de stratégie, de patience, de justice minutieuse. Certains diraient que j'ai été trop dur. Ces gens n'ont jamais été trahis par leur propre sang, n'ont jamais vu leur héritage familial traité comme une marchandise, n'ont jamais été considérés comme un obstacle à éliminer. J'ai utilisé la loi. Rien que la loi. Pas de violence, pas d'illégalité. Juste la République française et ses magnifiques instruments juridiques. L'usufruit, la nue propriété, la réserve héréditaire, la quotité disponible, les donations aux fondations, tout parfaitement légal, tout parfaitement implacable. La neige avait fondu. Le printemps approchait. Dans la cour, je voyais déjà les premiers bourgeons sur la vieille vigne que mon grand-père avait plantée en 1950. La vie continuait, la tradition perdurait. L'héritage était protégé, pour ceux qui le méritaient vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.